matin. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Est-ce un sacrifice ou un calcul purement politique? Le 8 septembre prochain, François Bayrou va se soumettre à un vote de confiance du Parlement. En cas de rejet, il devra quitter Matignon. Objectif pour le Premier ministre, savoir s'il aura ou non les mains libres pour redresser les finances publiques. Chacun désormais va être placé devant ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes pour clarifier les choses. Le Parlement aura le 8 septembre la décision entre ses mains et chacun s'engage devant les Français. Et c'est là, au fond, que la démocratie prend tout son sens. Mais la question principale, c'est de savoir si oui ou non nous sommes d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose de grave pour la France. Et ce quelque chose de grave, il impose que les décideurs, gouvernants, parlementaires et citoyens, au fond, prennent les décisions sans atermoiement. Notre survie dépend de chacun des parlementaires français. Et s'il n'y a pas d'accord possible, alors je considère que l'action est impossible, c'est inatteignable. Impossible, inatteignable, dit François Bayrou qui tente le tout pour le tout. Bonjour Maï-Hélène Trémollet. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Le Premier ministre est confronté à une assemblée éclatée, une impopularité record et puis cette menace d'une mobilisation qui bloquerait le pays le 10 septembre prochain. Ce coup de poker, Maï-Hélène, c'est surtout pour garder les cartes en main. Oui, François Bayrou, en prenant cette décision, veut fixer lui-même la date de sa chute et mettre en scène son renoncement. Le Premier ministre se sait condamné puisque si l'on additionne les voix de la gauche et du camp nationaliste, une majorité d'élus ne devrait pas voter la confiance. Des oppositions qu'il pourrait ensuite pointer du doigt, incapables selon lui d'assumer un constat budgétaire alarmant. Dans ses propres rangs, on distingue une stratégie assumée, mûrie. Un conseiller salue un choix courageux. Il prend le contre-pied. Maintenant, tout le monde est face à ses responsabilités. Un autre poids lourd de la Macronie rappelle « On a passé notre temps à dire qu'il restait pour rester. Maintenant, au moins, il est lucide. » Il faut dire qu'à moins de 2 ans de la présidentielle de 2027, ce vote permet surtout au président du Modem d'orchestrer son départ avant de pouvoir être attaqué sur son bilan ou même d'être associé à celui d'Emmanuel Macron. Alors Maï-Hélène, une fois encore, Emmanuel Macron va se retrouver sans Premier ministre à la tête d'un pays devenu ingouvernable. Oui, et François Bayrou le sait aussi, il provoque une crise politique dont toute la pression retombe désormais sur le chef de l'État qui devra trancher entre plusieurs priorités, dissoudre, nommer à nouveau un Premier ministre et faire tourner un pays sans budget. Concrètement, le locataire de Matignon impose à Emmanuel Macron une mission quasi impossible, trouver un chef de gouvernement capable d'affronter les grèves annoncées du mois de septembre, mais aussi de canaliser une assemblée ingouvernable et de passer entre les gouttes d'une censure, le tout à quelques semaines des débats budgétaires pour l'année 2026. Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'instabilité politique, c'est la bête noire des marchés. Panique à bord dès hier soir avec la fermeture en recul du CAC 40 qui a chuté d'1,6%. Les acteurs de l'économie anticipent déjà un automne noir si le vote du budget devient un feuilleton à rallonge comme on l'a connu l'an dernier lors de la censure de Michel Barnier. Car dans ce cas, ce sera difficile de réformer quoi que ce soit, Aurélien Fleurot. La bourse de Paris en recul quasi instantané, le taux d'intérêt de la dette du pays qui augmente. Si les réactions ont été si rapides, c'est que le mal est profond. La France est en train de devenir le canard boiteux de l'économie en Europe, décrypte Christopher Dembick, économiste chez Pictet Asset Management. Le pire est certainement à venir et ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est peut-être rien par rapport à ce qui pourrait survenir l'an prochain quand la France va devoir emprunter très très massivement et il est fort probable que ça ne se fasse pas dans de très bonnes conditions. Ça veut dire que le coût d'emprunt de l'État va augmenter et pour couvrir ce coût d'emprunt, malheureusement, soit vous baissez les dépenses, on sait que la France sait mal le faire, soit vous augmentez encore davantage la fiscalité et ce qui est malheureusement plutôt la technique française. Croissance molle, incapacité à réformer, dette qui va s'aggraver. La situation ne va pas arranger le manque d'attractivité de la France sur le temps long. Les prochaines annonces des agences de notation risquent de ne pas être aussi conciliantes que celles des derniers mois. Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. C'était il y a 1 an, jour pour jour, la mort de l'adjudant-chef Éric Comines, percuté par un délinquant multirécidiviste lors d'un contrôle de gendarmerie à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Et souvenez-vous, lors de l'hommage qui avait été rendu à ce père de famille de 54 ans, les mots de sa veuve, Harmonie Comines, avaient frappé la France en plein cœur. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance.
Harmonie Commune doit s'exprimer de nouveau lors d'une cérémonie à Mandelieu-la-Napoule aujourd'hui. Dans une interview à nos confrères du Point, elle estime, je cite, que la justice a été le fossoyeur de son époux, donnant un permis de tuer à cet homme déjà condamné par le passé à des peines qu'elle juge trop légères. Un chauffard qui est en détention pour meurtre, mais qui conteste les charges, assurant qu'il n'avait pas vu le gendarme. Une thèse qui ne tient pas au regard des expertises, William Molinier. Il ne pouvait pas ne pas voir le contrôle de gendarmerie sur cette route à 3 voies. Lampe torche allumée à la main et gilet réfléchissant sur le torse, les gendarmes étaient bien visibles au moment où le chauffard déboîte à vive allure avant de leur foncer dessus. Aucune trace de freinage, au contraire, une accélération pied au plancher, un acte criminel et en aucun cas un accident, rappelle maître Pauline Rago, l'avocate de la veuve d'Éric Comines. Ce n'est pas un accident qui a eu lieu, ce n'est pas non plus, et je tiens à le rappeler ici, un simple refus d'obtempérer qui aurait mal tourné. C'est un acte criminel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu le contrôle routier, puis il a vu le gendarme et il a décidé, en conscience, de le percuter de plein fouet. Il a tué et il a fui. Les experts ont même modélisé en 3 dimensions la scène de crime de façon à geler les champs de vision des uns et des autres. Éric Comines se trouvait bel et bien dans celui du chauffard. Ce Cap-Verdien avait déjà été condamné à 2 ans de prison pour conduite en état d'ivresse, sous stupéfiants et sans permis de conduire. Lorsqu'il a percuté le gendarme, il était à nouveau alcoolisé. Le taux au moment des faits a été estimé à 2,65 grammes par litre de sang. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Au Danemark, le gouvernement refuse d'accueillir des blessés palestiniens évacués de Gaza. Décision forte de la première ministre, dénoncée par plusieurs ONG et médecins qui ont manifesté dans les rues de Copenhague. Pas de quoi faire plier l'exécutif danois qui estime que ces ressortissants palestiniens constitueraient un risque pour la sécurité du pays, Antoine Bienvaux. Oui, ce que dit avant tout craindre la première ministre Mette Frederiksen, c'est qu'une fois soignés, ces Palestiniens ne s'intègrent pas à la société danoise. Pour justifier sa position, elle s'appuie sur le passé avec un exemple concret. En 1992, le Danemark avait accueilli 321 Palestiniens apatrides sur son sol. En 2017, un rapport du ministère de l'Immigration montrait que sur ces 321 personnes, 204 d'entre elles avaient été condamnées par la justice, dont 31% à des peines de prison. Beaucoup trop d'entre eux ont eu un impact très grave sur notre société, estime la première ministre danoise. Vent debout contre cette décision, plusieurs ONG lui demandent d'accueillir au moins les enfants palestiniens qui nécessitent des soins. Une requête balayée par Mette Frederiksen pour qui une telle décision reviendrait à ouvrir la porte à des regroupements familiaux massifs. Le gouvernement danois, qui refuse toujours de reconnaître l'État de Palestine, propose plutôt d'accentuer l'aide humanitaire à Gaza, une solution qui, selon Copenhague, aurait bien plus d'effets sur les populations gazaouis. Antoine Bienvaux. Le tennis à 8h08 sur Europe 1, c'est le grand jour pour Loïs Boisson à l'US Open. La sensation du dernier Roland-Garros va faire ses premiers pas aujourd'hui au Grand Chelem new-yorkais. À 22 ans, celle qui était 361e mondiale il y a 3 mois est désormais 46e au classement WTA. Elle affronte à 19h heure française la Suissesse Victoria Golubic, 72e mondiale, et espère briller outre-Atlantique, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est en tant que numéro 1 française que Loïs Boisson va découvrir l'US Open. Après ses exploits sur la terre battue parisienne, la Dijonnaise de 22 ans a été éliminée dès son premier match de qualification sur le gazon de Wimbledon. Mais au cœur de l'été, la Française a remporté son premier tournoi en Allemagne, à Hambourg. Avant ce coup de tonnerre, le week-end dernier, Loïs Boisson annonce se séparer de son entraîneur Florian Renet. C'est un moment qu'on avait du mal un peu à se comprendre. On avait besoin, sur certains tournois, à un moment donné, de se laisser du temps, chacun de son côté. Ça fait déjà depuis le début de l'année que c'est un peu compliqué. Je le remercie quand même pour tout parce qu'on a fait vraiment du bon boulot sur toutes ces dernières années. De mon côté, on verra comment ça se passe après New York. Mais justement, Pauline va revenir m'aider sur ce tournoi ici à New York parce que là, je suis toute seule, quoi. Pauline, c'est Pauline Parmentier, ancienne joueuse de tennis, qu'il avait déjà accompagné lors du tournoi de Hambourg. Loïs Boisson veut trouver 1 ou 2 entraîneurs après l'US Open. Malgré son manque d'expérience sur cette surface, la Française au coup droit ravageur espère déjouer les pronostics sur les coups en dur de New York. Cyril de la Morinerie, l'US Open qui a fait ses adieux à Caroline Garcia hier soir, tout dernier match de la carrière de la Lyonnaise de 31 ans et qui s'est soldé par une défaite face à la Russe Kamila Rakimova. Caroline Garcia qui a dans son discours en anglais remercié le tennis de l'avoir façonné et lui avoir apporté de belles émotions. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Sébastien.